à la communication suivante. Donc c'est François Patou qui va nous montrer comment il a organisé son suivi. Je vais donc essayer d'abord de remettre un petit peu parce que je voudrais réinsister sur le fait il est important, que je la remercie, qu'on puisse replacer le contexte, c'est-à-dire la chirurgie de l'obésité, mais je vous rappelle que la journée aujourd'hui, elle est consacrée au suivi, parce que le thème est vaste, et donc on a pu évoquer brièvement indications, techniques chirurgicales, on pourrait aussi évoquer une autre fois la sécurité de la chirurgie, mais ce sont trois choses différentes, et aujourd'hui l'idée c'était de se focaliser sur un aspect qui est le suivi. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer la réalité de notre région, de ce que ça veut dire que le suivi, et puis donner quelques réflexions qui émanent de notre pratique, mais je ne veux pas beaucoup focaliser sur nous, rester dans les généralités. Juste avant de commencer, pour montrer à quel point les autres questions sont délicates, moi on parlait des adolescents, dans le service on fait ça avec les pédiatres, de façon j'espère raisonnable, on est très prudent, mais ce que j'ai appris moi, c'est que quand on a une indication, il ne faut pas oublier le comparateur. Et toutes les préventions qui ont été faites ici sont importantes, mais le comparateur c'est 16 ans, moi je les vois en consultation, c'est 16 ans, plus d'école, 120 kilos, c'est pas facile quoi. C'est-à-dire que la vie elle n'est pas bien partie, donc c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais je pense que le pire, c'est de ne rien faire, et que face à l'obésité sévère, je crois que c'est ce qui doit sous-tendre toute notre réflexion, c'est qu'on est devant quelque chose qui est difficile. Le comparateur est une maladie indéniable, grave, qui entraîne une survie diminuée et une qualité de vie effroyable. L'adolescence, c'est plus de questions, mais c'est aussi plus de problèmes pour eux. Donc voilà, j'ai juste une petite nuance à cette question qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui, mais qu'on retrouve tout le temps dans ce domaine. Et que la journée d'aujourd'hui, elle commence par dire on est ici parce qu'on trouve que la chirurgie de l'obésité, c'est-à-dire recommandation, c'est que ça a une place. Si on la remet en cause, c'est difficile. Et en revanche, comme elle existe, eh bien, il faut bien la faire, et notamment le suivi qui me semble aujourd'hui le facteur limitant le plus dangereux dans les années à venir eu égard au nombre de patients qu'on opère. Je suis reparti des recommandations qui sont parfaites puisqu'elles ont été faites par l'HAS, il y a quand même 5 ans, avec tout le monde. Non mais le processus avait été remarquable à l'époque, beaucoup avaient participé, certains dans la salle, et donc il y a des choses qui ont été écrites. J'ai mis en rouge les trucs qui sont issus directement du texte que vous connaissez, qui est public, et qui dit quoi ces choses-là. Donc un programme, il y a des mots importants, personnalisé, c'est pas un petit document qu'on fait un petit papier, qu'on donne, et tout le monde fait... Non, c'est personnalisé, c'est un acte médical, c'est le colloque singulier. C'est un mot important, c'est la vie durant. C'est un mot lourd de conséquences pour les équipes qui le prennent en charge. Ça a été écrit en 10 minutes quand on a fait les recommandations, mais c'est lourd de conséquences, ce mot-là. Ensuite, pluridisciplinaire. Ensuite, médecin traitant. Tout ça, c'est des mots qui sont très importants et qui sont dans les recommandations. Fréquence des visites, là, ça commence à être plus précis. 4 fois la première année, j'étais là, d'autres étaient là. Pas facile de dire si c'est 4 ou 3 ou 5 et comment elles doivent être faites. La première année, ceci dit, c'est plus facile à mettre en œuvre. Et puis ensuite, 1 ou 2 fois par an, la vie durant. Centaines de milliers de personnes, 1 ou 2 fois par an, qui, quoi, hôpital, consultation. C'est très très vite des grandes conséquences médicales, mais aussi médico-économiques et pour les patients. Dans un pays où, je vous rappelle, on oublie les médecins, nous, mais les patients, ils sont obligés de rien. Ils sont remboursés quand ils viennent et ils sont obligés de rien, jamais. C'est pas pareil dans tous les pays du monde. Donc les modalités, elles avaient été décrites là. On avait parlé du poids, il faut quand même pas oublier que c'est l'obésité. Donc le poids et sa cinétique, ça reste quand même pour un clinicien la base de tout. Mais il y a aussi des choses qui s'appellent carences vitaminiques et nutritionnelles. C'est facile à écrire, mais quelle vitamine, à quelle fréquence, combien ça coûte à faire, qu'est-ce que ça va déclencher comme conséquences thérapeutiques, aussi tout à fait lister toutes ces choses-là. Tout ça c'est logique, mais le conflit qu'on a aujourd'hui, c'est que ces choses-là, elles sont difficiles à mettre en œuvre, parce qu'elles sont complexes, parce que les professionnels ne sont pas toujours présents, compétents, et aussi, et surtout, je pense, parce que ce n'est pas pris en charge, ou en tout cas difficilement. La ligne suivi psychologique, ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, dès qu'on parle de chirurgie hors centres spécialisés qui sont mutualisés et qui sont dans le financement et globalement pris en charge par le système, dès qu'on est en système libéral, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, ce sera intéressant, ça va le retour des patients sur ces aspects-là, évidemment. Donc, en gros, ce que je vais faire maintenant, je vais vous montrer une photo. C'est les mêmes données que celles que vous avez tout à l'heure, mais à une échelon, une granulation plus fine, Nord-Pas-de-Calais. L'ARS, vous allez comprendre pourquoi vite, du Nord-Pas-de-Calais s'intéresse à ce sujet. Notre région, elle est tout à fait en haut, vous savez, à Lille, là, et c'est la pire en France. Ça veut dire qu'on a, en termes d'obésité, c'est pas 14%, chez nous, c'est 20% des adultes. En termes de diabète, on est plus que tout le monde, et en termes de mortalité, l'ARS, elle voit la mortalité ajoutée ou surajoutée de ses concitoyens, c'est 20%. Les gens dans le Nord-Pas-de-Calais, ils meurent 20% de plus que les autres à cause de cette épidémie métabolique. Donc l'ARS, elle est très concernée. Donc depuis très longtemps, depuis 10 ans, l'ARS du Nord-Pas-de-Calais a été un peu innovative, elle a essayé de faire des choses, notamment d'encadrer le prise en charge, mais aussi la chirurgie de l'obésité. Et c'est-à-dire qu'on le rappellera tout à l'heure, dans la labellisation, il y avait une expérience dans le Nord-Pas-de-Calais qui est ancienne,
et qui nous avait organisé une région à peu près structurée et qui a pas servi de fondement, mais enfin qui a un petit peu été au départ de la démarche de labellisation, en tout cas dans la modalité pour les CSO avec Arnaud Badevin dont on avait beaucoup discuté, et puis Olivier Hiller est là aussi. Ça explique pourquoi c'est au Nord. C'est pas pour rien que c'est au Nord qu'il y a une ARS qui s'y intéresse beaucoup. Donc l'ARS, elle a demandé, elle a le droit, elle a commandé pas à la CNAM, enfin aux offices régionaux de la CNAM, une enquête sur ce sujet de la chirurgie avec les mêmes données, qui ne sont pas accessibles à tout le monde, hein, c'est très compliqué d'avoir accès à ces choses-là, par les épidémiologistes universitaires du Nord et les différentes CPM impliquées. Et donc en gros, j'ai été simplement dans cette démarche parce que je suis universitaire sur Clair, on m'a sollicité pour participer à la thèse de cette jeune épidémiologiste très efficace. Vous allez voir qu'elle a fait des très belles choses. Et donc on a accompagné cette démarche pendant 6 mois. C'était extrêmement instructif. Voilà notre région. Donc vous voyez, vous connaissez des villes que vous connaissez peut-être pas tous, mais enfin en gros c'est notre région. Les bassins de vie, pareil, hétérogénéité des pratiques. Vous voyez qu'à Valenciennes c'est tout noir. À Valenciennes il y a 3 structures, dont 2 libérales, qui opèrent beaucoup de gens depuis très longtemps. Vous voyez qu'à Lille on est au milieu. Bon après c'est assez hétérogène, on comprend. Même chose que tout à l'heure, vous voyez ici les établissements privés-publics, donc le rouge c'est le privé, là dans ce diapo le public. Pareil, vous voyez qu'il y a des tailles très différentes, il y a des tout petits centres qui font moins de 50, moins de 30 opérations à certains endroits. Ici c'est exhaustif, on est établissement par établissement. Et puis vous avez des couleurs différentes en fonction du privé et du public. Ok. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à regarder, donc là je vous fais simplement le rappel pour vous montrer que c'est cohérent avec tout à l'heure, grande hétérogénéité. Là ce sont les techniques. Vous voyez qu'à Valenciennes, c'est tout rouge. Vous voyez qu'à Lille, c'est pas tout jaune, mais c'est en tout cas les 3 couleurs sont là. Enfin bref, ça change énormément. C'est les données 2012 ici que vous regardez. C'est la cohorte 3000 patients 2012 exhaustive au Pays Nord-Pas-de-Calais. Mais le sujet du jour, c'est les recommandations, notamment le suivi. Donc je vais aller vite au sujet qui est les recommandations. D'abord les indications. Mais en fait, c'est pas le problème, parce que si vous regardez avec le prisme d'assurance maladie, donc un peu rustique, mais quand même rigide, des indications, mais en gros, tout le monde fait à peu près bien. Alors nos collègues, on pourrait dire, là, qui sont dans cette grande région très active de bassin de vie où il y a beaucoup de chirurgie, beaucoup dans le libéral, sont un peu plus rouges. Mais globalement, c'est pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a l'entente préalable, parce que c'est remboursé, parce que c'est codifié. Et donc en gros, c'est difficile, il faut vraiment être un peu drôle pour opérer des gens qui ne sont pas dans les indications. C'est pas facile à cause d'entente préalable, et par ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le faire, il y a beaucoup de demandes chez nous. Donc ça, c'est pas tellement le problème, moi je trouve les indications, dans la mesure où elles sont respectées. Elles sont souvent respectées. Ça, c'est juste un peu trop précis, c'est la fibroscopie, mais peu importe, c'est pour la préparation. Le suivi, c'est ça qui est intéressant. C'est la diapo intéressante que je vous montre. Le suivi, c'est comment est-ce qu'on peut vérifier s'ils sont suivis. Et bien la CNAM, ils peuvent, parce qu'ils ont les remboursements de tout. Et donc en gros, on sait si un patient a été opéré, et si ensuite, dans l'année suivante, il n'est pas venu au moins 3 fois en plus se faire un soin qui rembourse l'assurance maladie, ben c'est-à-dire qu'il ne suffit pas les recommandations, puisqu'il est marqué qu'il faut 4 visites dans la première année. Et alors là, vous voyez que c'est très très hétérogène. Alors nous, on a beau jeu, parce qu'on représente une grosse partie de trucs de Lille, on est public, c'est facile, il y a des tas de gens qui travaillent avec nous, mais c'est sûr que très très vite, dans le libéral, c'est plus de la moitié des patients qui ne suivent pas les recommandations de l'HAS. Alors, ça pose quand même un énorme problème. La moitié des patients opérés ne suivent pas les recommandations qui ne sont pas compliquées. Je ne demande pas s'ils ont des vitamines. Est-ce qu'ils ont vu 3 fois un docteur avec un remboursement assurance maladie? La moitié ne le font pas. Donc, de la réalité à la pratique, il y a quand même, enfin de la théorie à la pratique, il y a un pas. Et alors ensuite, intéressant aussi, parce qu'on peut faire ça avec ces données, bien sûr c'est anonyme, mais néanmoins on peut regarder. Ça c'est, excusez-moi, je voudrais... Oui, voilà, 3 établissements caricaturaux. Ça veut dire qu'en France, il y a un établissement, vous voyez, c'est ce genre de cartographie où vous avez les différents critères, et plus on a une surface large, plus on fait bien, en quelque sorte. Donc là, vous avez un établissement A, entre guillemets vertueux, et un établissement B, qui est le pire. Vous voyez la différence. Si on prend à gauche les 3 suivis, voilà un établissement qui opère des gens, seulement des centres opérant plus de 200 patients ont été analysés spécifiquement. Ils opèrent 200 patients par an, il y en a 0 qui ont 3 suivis l'année suivante. Ça, c'est un établissement français qui est remboursé par l'assurance maladie. Je ne sais pas lequel c'est parce que je n'ai pas accès à ces données. C'est des données anonymes. Mais néanmoins, ça veut dire qu'en France, il y a un établissement qui est remboursé, qui suit les recommandations d'indication. 0 de ces patients sont suivis. Et puis, il y a des choses intermédiaires. Donc, on peut faire quasiment le faire que plein, recommandation suivie parfaite. C'est plus facile quand on est dans le public, quand on est dans le privé. On ne parle que de la première année, je vous le rappelle. Ensuite, les labels. Et c'est intéressant, c'est pas rien les labels. Regardez ici, 2 labels. J'ai pu simplement, au cours de la thèse, interagir avec mes collègues de l'assurance maladie pour leur dire, voilà la liste
des centres qui, dans notre région, ont obtenu le label CSO ou le label de la SOFCO dont on parlait à l'instant. Donc des labels différents, on pourra revenir sur la nature. Voilà la liste des centres. Maintenant, vous mettez à votre machine et vous faites ce tableau avec « je suis labellisé, je ne suis pas labellisé ». Regardez par exemple donc, les CSO qui sont par définition quasiment dans notre région, il y en a 4 dans notre région, il y en a 4 qui sont des centres publics, ils ont un cercle plein. Ceux qui ne sont pas CSO, ils n'ont pas. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est une petite photo parce que c'est quand même pas beaucoup les CSO en France, 37 centres seulement. C'est une très faible proportion de la chirurgie réalisée. Mais là, SOFCO, et ben voilà, le label, il a beau être récent, encore imparfait, il avance. C'est clair, quand on commence à labelliser, on améliore le suivi des recommandations. Et donc, je pense que c'est un message important, c'est que cette direction de labellisation est efficace. Objectivement, ce n'est pas nous qui les avons fait, c'est les données de la CNAM, elle est efficace. Et il faut continuer cette voie-là pour contraindre les gens. Alors, contraindre, on pourra en discuter comment, au suivi. Là, je parle une fois encore que du suivi qui me semble le truc le plus discriminant. Et j'ai fini, parce qu'il faut après laisser, et après je pense que c'est très intéressant de benchmarker les choses qui sont faites ailleurs, parce qu'il y a des expériences intéressantes. Je voulais juste vous donner une petite idée, de là c'est du vécu, de clinicien. Moi j'ai la chance de travailler dans un service où mon patron, qui est parti il y a maintenant 20 ans, donc en gros, enfin pas tout à fait, excusez-moi, pardon, 15 ans. Donc en gros, notre service fait cette chirurgie depuis 30 ans. Depuis 20 ans je m'en occupe personnellement, je suis personnellement 3000 patients, des cohortes de 3000 patients. Ça veut dire que dans le service, on les suit avec nos collègues nutritionnistes depuis longtemps. Dans le service, c'est pas le long terme, c'est pas 5 ans. Le long terme, c'est les générations, c'est 3 générations. Ça veut dire, voilà une dame que mon patron a vue. Ça, c'est la photo de gauche, c'est la photo parfaite. Ça veut dire une dame obèse qui revient 1 an plus tard amincie. Elle a eu un projet de grossesse qu'elle a mené à terme. Ce petit bébé, vous le savez, les données sont documentées. C'est dans PNAS, c'est pas dans la poésie, c'est documenté. Ce bébé a moins de chances d'être obèse que s'il était né avant la chirurgie. Quand sa mère était obèse, c'est des données canadiennes magnifiques qui ont été publiées, ça c'est le meilleur aspect de la chirurgie bariatrique. Là c'est facile si on s'arrête là. Et quand vous revenez 20 ans plus tard à ma consultation, la dame, eh ben, la reprise de poids c'est inexorable avec cette technique comme avec toutes les autres, il faut la gérer, c'est la reprise de poids qui est le problème. La petite fille, eh ben, elle est quand même pas forcément favorisée, elle peut aussi avoir des problèmes de poids et de métabolisme, etc., etc. Et donc ça c'est des trucs qu'on voit tous les jours chez nous, parce que 70 ans c'est le suivi on fait comme ça. Toutes les semaines il y a 10, 20 personnes qui viennent et qui ont été opérées il y a 15 ans, il y a 3 ans, il y a 7 ans, et qu'on voit tous ensemble. Donc on a appris plein de choses. Je voulais juste mettre 4 observations cliniques qui vont vous illustrer 4 choses qui sont arrivées ce mois-ci. La première, c'est la plus simple. C'est j'ai été opéré il y a 5 ans et je regrossis. C'est le suivi qui améliore l'efficacité. C'est un truc assez facile à gérer, il faut faire ça tous ensemble. 3 autres sont plus compliqués. La première, c'est le drame. J'ai pas été suivi et j'arrive pas à les urgences, gaillé verniqué. Paralysé des jambes, trouble de la vision. Opéré ailleurs, vomi depuis quelque temps, savait pas que c'était grave. Comme elle maigrit, elle a beaucoup supporté cet état. On a une situation dramatique, ça peut être de la réanimation. C'est à l'évidence une carence de suivi, il n'y a pas de suivi. Donc c'est dramatique. Mais 2 qui sont habitantes et qui sont chez nous. Une patiente qu'on a opérée il y a 3 ans, dont on a suivi tout parfaitement, comme on l'a bien fait, qui a eu un projet d'accouchement encadré. Elle a eu un bypass il y a 3 ans. Elle a eu un projet d'accouchement encadré, une grossesse suivie par nos collègues nutritionnistes. Elle a accouché chez nos collègues gynécologues à côté. On nous téléphone le lendemain de l'intervention parce que quand la morphine a été levée, elle a mal au ventre. Et on dit, ah, attention, venez, pas facile, elle vient d'accoucher, le bébé est à côté, le mari, elle vient chez nous, on sait que ça peut être une hernie interne. On l'a réopérée 4 heures après le coup de téléphone. Eh bien, elle avait une hernie interne, elle avait une nécrose du grêle, on l'a réopérée, on a enlevé 1 mètre de grêle, elle n'est pas décédée parce que ça s'est bien passé, on s'en est occupé. Mais voilà, dans notre centre, avec des techniques chirurgicales bien conduites, un parfait suivi, ça peut arriver. C'est difficile, la chirurgie, c'est efficace, mais ça a des complications. Et enfin, dernière situation, à mon avis, la plus importante, celle que j'ai appris seulement après 10 ans d'expérience, quand on faisait des opérations il y a 20 ans, parce que j'ai connu 3 fois l'histoire de la sleeve qui est mieux que les autres et qui va marcher mieux que tout le monde. Il y a eu la VBG, il y a eu l'anneau gastrique, et maintenant il y a la sleeve qui fait ça. Eh bien, 20 ans après, on faisait à l'époque des dérivations intestinales. 20 ans après, on s'aperçoit qu'on n'imaginait pas ça, que ces opérations induisent une hyperoxalurie et induisent donc à long terme des troubles de fonction rénale possibles, des calculs rénaux. Et donc ça fait maintenant sur les 100 patients que j'ai personnellement opérés il y a entre 20 et 15 ans avec mon patron, sur les 100 patients, 10 personnes ont vu leur intervention démontée parce qu'une insuffisance rénale était développée. Bon, si on ne les suit pas, c'est des drames potentiels. Tout ce que je veux dire ici, c'est que l'expérience du long terme nous révèle que la chirurgie, c'est formidable. Moi, j'en suis convaincu. C'est un résultat exceptionnel quand on le compare aux comparateurs vrais.
L'obésité sévère qui tue les gens, qui rend leur vie un enfer et qui fait beaucoup de dégâts affectifs et sociaux et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais la chirurgie, c'est efficace et donc c'est potentiellement dangereux. Et l'histoire du suivi, c'est majeur, non seulement pour la première année, non seulement pour qu'ils ne grossissent pas, mais aussi pour encadrer la suite. Et toutes les opérations, quelles qu'elles soient, les anneaux vont migrer à travers, les sleeve gastrectomies vont donner l'endobrachioœsophage, il n'y a pas une modification anatomique qui ne va pas avoir des effets secondaires. Donc voilà, juste pour placer un petit peu le débat, je pense que j'ai terminé. Ce graphe, c'est tout, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça vous dit juste, c'est la dernière. La France, on a vu la courbe. Les autres pays, c'est quand même impressionnant. Hein. Angleterre, Allemagne, Italie, même population quasiment. Plus d'obésité que nous. Regardez où ils sont. Hein, j'ai les chiffres qui sont officiels que j'ai pu trouver. Le truc intéressant quand même, c'est que si on prend maintenant chirurgie pour 1000 obèses adultes, la France, 5 pour 1000, plus que l'Amérique, mais 2 fois moins que la Suède, qui n'est pas non plus un pays délirant sur le plan de la santé publique. C'est le pays où la chirurgie de l'obésité a été inventée il y a 50 ans. C'est celui où on a fait la meilleure étude qui sous-tend toutes les recommandations du monde. Et c'est celui où elle est aujourd'hui bien organisée, arrivant à son plafond. Mais son plafond, c'est 2 fois plus que maintenant. Si je résume, je pense que les 50 000 de l'année dernière, ou 41 000, c'est probablement pas les bons, pour une partie, ou pas dans les bonnes conditions. Mais je ne pense pas que ce soit trop. Je pense qu'il faut accompagner cette chirurgie pour combattre l'obésité sévère, mais il faut faire en sorte que ce soit les meilleures interventions, les meilleures indications dans les meilleurs centres pour le faire en sécurité pour les patients. Et je m'arrête là, parce que je crois qu'il y a d'autres solutions qui sont proposées dans le monde et qui sont peut-être intéressantes, qui permettront de supporter un peu nos discussions de cet après-midi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je n'ai pas très bien compris là. Tu nous as dit qu'il y avait des chirurgiens qui ne revoyaient jamais leurs malades en post-opératoire, c'est ça? Je dis que quand tu te mets dans la CNAM et que tu regardes le remboursement, il y a des gens qui ont été opérés et qui n'ont jamais, sont jamais fait rembourser une autre consultation médicale, une hospitalisation pendant 1 an. Et ça, c'est quasiment, pour certains centres, la totalité des patients. Donc des gens qui sont opérés... Ça semble quand même peu vraisemblable que quelqu'un se fasse opérer et ne revienne jamais en consultation. Ça n'existe pas, ça. Eh ben, ça n'existe pas dans le centre que tu diriges. Dans le mien, ça n'existe pas. Non, mais en France, quoi, je sais pas. Hormis la consultation qui fait partie du même remboursement post-opératoire immédiat. Il y a quand même une consultation post-opératoire. Mais celle-là, elle fait partie du même remboursement. Elle n'est pas remboursée, si tu veux. Celle-là, elle compte pas. Donc, celle-là, elle compte pas pour les cicatrices. Le suivi, à distance, qu'ils n'aient pas ce qui se lie au même sujet. Je vais pas fait mentir les chiffres. On peut dire ça? Je pense. Je crois que ce que je voulais vous dire ici, c'est que moi, ma surprise, ça a été quand on regarde les chiffres objectifs qui sont sûrement critiquables. Mais néanmoins, moi, j'ai pu regarder des chiffres avec une granulation fine dans une région que je connais très bien. Je pense qu'ils sont assez fiables. Et donc, j'ai été impressionné de l'hétérogénéité des pratiques et de certains écarts qui sont impressionnants. Et par ailleurs, je connais bien la pratique de certains collègues qui est magnifique et qui font très bien. Et on a vu pour les CSO, pour beaucoup de centres labellisés SOFCO, que ça se passe bien. Moi, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que de la théorie à la pratique, il y a beaucoup de choses. Et si je veux vraiment conclure, c'est que je pense que la cause de ça, c'est la prise en charge. Parce que quand la prise en charge est assurée, la France, ça se développe parce que c'est pris en charge. En Allemagne, comme c'est pas bien pris en charge, que c'est un combat de titan pour faire opérer un malade avec les mutuelles de chaque land, elle ne se développe pas. Mais le suivi, il n'est pas pris en charge. S'il était correctement balisé et pris en charge, eh bien, il s'organiserait comme les SSR l'ont fait. Un SSR, ça a été pris en charge, ça s'est très bien organisé. Donc je pense qu'il y a vraiment ici moyen de le faire. Et c'est pour ça que c'est important que vous, de la CNAM, la HAS, qui pourrait rationaliser les recommandations qui sont, à mon avis, pas réalistes, et qui aujourd'hui sont trop vastes, et que demander ça à tout le monde est peut-être pas utile, et en tout cas infaisable. Donc il y a un principe de réalité qu'il faudrait, auquel il faut se confronter pour trouver le moins mauvais chemin pour combattre l'obésité, jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose d'autre que la chirurgie pour ne pas abandonner ces gens comme ils l'étaient il y a 20 ans. Comme le sont les adolescents aujourd'hui qui ne sont pas opérés, malheureusement. Moi, je suis le premier à le déplorer. Voilà. Il y a Fabrizio Andreilli qui est arrivé, donc qui représente la Société française de diabétologie. Et qui veut poser une question. Voilà, juste un petit commentaire. En fait, avant la pitié, je travaillais à Bichat où j'ai vu beaucoup de patients, j'en ai suivi avec Marmuse. En fait, il y a quand même une donnée dans l'obésité qui est la précarité des patients. Et en fait, entre Bichat et la pitié, la précarité n'est pas tout à fait la même. Et en fait, le suivi d'un patient précaire, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire on a beau le téléphoner, on a beau mettre toutes les précautions, c'est extrêmement difficile. Or, en fait, ces patients-là, dont on n'a aucune nouvelle,
là, je crois qu'il y a un effort particulier à faire pour essayer de les recontacter, de savoir ce qu'ils deviennent. Et en fait, je pense que dans les disparités géographiques, il y a aussi, et dans ta région, en fait, il y a aussi de la précarité, beaucoup, en fait. Il y a aussi à prendre en compte cela et de voir que parfois, la précarité, voilà, quand quelqu'un vit à l'hôtel, quand on n'est pas sûr que des ressources financières pour acheter des traitements, etc., l'accessibilité aux médecins, en fait, ça, c'est aussi un énorme problème dans le suivi et ça va rajouter la complexité, en fait. Et donc, moi, voilà, partout où j'ai travaillé, à Bichat, à La Pitié, j'ai travaillé à Lyon aussi, parce que j'ai un parcours assez mobile en France. En fait, le nombre de perdus de vue est, dans tous les centres, extrêmement important, particulièrement chez les plus défavorisés. C'est une remarque très très juste, qui est particulière à l'obésité. Je voulais juste une petite nuance à ça, je pense que c'est sûr, ces constats sont évidents, mais il ne faut pas démissionner. Je voulais juste vous donner un petit exemple. Évidemment, on a un CHU, on a 4 personnes temps plein qui font de la recherche, donc c'est pour la recherche qu'on est motivé comme ça, pour rappeler les gens. Néanmoins, tout est possible. On est en train de sortir les 200 premiers anneaux opérés il y a 10 ans. Il manque 14 patients. On a tout le monde, ils ont été réopérés, ils ont déménagé. On peut retrouver les gens, on peut les faire revenir, on peut faire des prises de sang ailleurs. Il ne faut pas démissionner. On n'arrivera pas à faire 100, mais on peut faire mieux que rien ou que 50%. Et ce gain-là, il est énorme. Je pense qu'on a vraiment un gisement de progrès qui est très important. Et je trouve qu'il ne faut pas qu'on arrive en disant à chaque fois, les patients ne viennent pas. Je pense qu'ils ne reviennent pas pour des raisons. Parce qu'on ne leur offre pas le bon service, parce que ce service n'est pas pris en charge, parce que ce n'est pas adapté à des patients obèses précaires. On peut réfléchir, cet après-midi on y pensera, mais il y a des solutions. Moi je pense qu'il ne faut pas démissionner. C'est important. Voilà. Juste une petite précision, merci. Dernière question. Il est parti, on va le rattraper. Oui, une petite précision. Juste, je voulais avoir la confirmation, parce que je n'étais pas sûr d'avoir bien compris le chiffre pour les hyperoxaluries. Tu as dit 10%? Alors, je parlais d'une opération que nous ne faisons plus, une dérivation intestinale. C'est une opération qui avait été dans les années 80. Dans cette opération que nous ne faisons plus. J'ai illustré ça pour dire que l'opération que mon patron m'avait dit être la meilleure du monde et qu'il fallait faire ça à tout le monde, j'en ai fait 100 en suivant. Comme aujourd'hui on dit celle-là c'est la meilleure du monde. Si vous voulez, le message clair, c'est que je pense, plus ça avance, et ça fait 25 ans que je fais ça, que l'opération initiale a un intérêt modeste. Jacques aimera le paradigme de la transplantation. Ce serait un peu comme un chirurgien qui dit bon, la transplantation, c'est dans la couture de l'artère hépatique que ça se passe. C'est important. Mais s'il n'y a pas de greffe, il n'y a pas de greffe sans immunosuppression. Et donc l'immunosuppression, c'est le suivi. Celui qui fait de la chirurgie puis qui ne fait pas d'immunosuppression, il y a du rejet, ça ne marche pas. Et donc je voudrais ici dire à quel point je pense qu'on stresse beaucoup trop sur les pratiques techniques et pas assez sur le suivi. Donc cette opération, elle n'existe plus. Mais juste, je vous dis que quand on change l'anatomie, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, elle se défend. Il y a des trucs qu'on n'avait pas attendus. Nous, c'est le rein. Et le rein, ça veut dire des gens qui ont dialysé. Hein. Bon, ceci dit, j'ai vu des patients qui me disaient plutôt dialysé qu'obèse encore. Pas question que vous me démontiez mon truc. Quand on les voit tous les 5 ans, on voit l'oxalurie monter. J'ai vu des gens qui m'ont dit plutôt obèse que plutôt dialysé qu'à nouveau obèse. Pas question que vous changiez mon montage. Donc ça calme hein, quand on est clinicien, qu'on voit des trucs comme ça, on se dit ça doit être vraiment terrible pour être obèse sévère. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu lui donner du pulco, mieux les suivre, faire des choses intelligentes pour qu'ils n'aient pas ces insuffisances rénales. Bien. Jacques intervient. Il y a une histoire naturelle post-opératoire. Est-ce qu'il y a un papier qui montre l'histoire naturelle des malades qui sont opérés comme ça? C'est ça que je voudrais. Et c'est par rapport à ça. On peut répondre. Il y a la SOS Study qui, depuis maintenant 10 ans, a fait, je pense maintenant 10 papiers dans New England, JAMA et Lancet. Il y a 10 papiers, c'est les meilleurs parce qu'ils ont 3000 patients, 25 ans de suivi. C'est eux qui démontrent la diminution de la mortalité, des choses solides. Évidemment, c'est pas randomisé. L'histoire naturelle pour savoir ce qu'il faut suivre. Alors après, le problème des datas. Oui, ça c'est difficile. Oui, mais il ne faut pas non plus démissionner parce qu'on n'a pas de data. Il faut le faire, il faut commencer. Je suis incapable de dire s'il faut faire de la vitamine D tous les 3 jours, tous les 7 semaines. Je ne sais pas ce que vous nous direz cet après-midi. Quelle vitamine il faut doser, lesquelles il faut donner, comment il faut faire. Je ne sais pas. J'ai des avis, mais on parlera de ça après.